Nous avons donc vu comment un neurone est modélisé. À partir de maintenant, nous appellerons neurones un tel modèle. Ces neurones sont les éléments essentiels des réseaux de neurones. Nous allons maintenant détailler la première méthode qui agrège les neurones et permet d'entraîner leurs paramètres, les poids et le biais, à partir d'un jeu de données d'apprentissage. Cette méthode s'appelle le perceptron. À la fin des années 50, Frank Rosenblatt, psychologue à Cornell, travaille sur les systèmes de décision présents dans l'œil d'une mouche, déterminant sa réponse en cas de fuite. Plus tard, en 1958, il a proposé l'algorithme du perceptron, appelé Mark I Perceptron. Ce système est basé sur le neurone développé par McCulloch et Pitts. Plus précisément, voici une représentation du modèle du perceptron. Vous voyez à gauche une rétine d'entrée qui n'est autre que la rétine de la mouche. Certains pixels de cette rétine, qui peuvent être considérés comme la première couche de la structure du perceptron, sont connectés à des unités d'association qui composent la deuxième couche du perceptron. Enfin, les unités d'association sont connectées à certaines unités de sortie qui constituent la dernière couche ou couche de sortie du perceptron. Au total, le perceptron est donc composé de 3 couches. Il existe des connexions entre chaque couche consécutive. Cependant, il existe une différence majeure entre les connexions. Les connexions entre la rétine d'entrée et les unités d'association ne sont pas modifiables. Elles sont fixées une fois pour toutes et les poids associés à ces connexions sont également fixes. Il n'est donc pas possible d'entraîner ces connexions et de les modifier en fonction d'un algorithme basé sur les données. Par défaut, chaque unité d'association prend en entrée 6 pixels proches de la rétine d'entrée et calcule la somme pondérée de ces valeurs. Cette somme est la sortie de l'unité d'association qui sert d'entrée à l'unité de sortie. Chaque unité de cette architecture correspond à un neurone de McCulloch et Pitts. Par conséquent, chaque unité de sortie du perceptron produit soit un 0, soit un 1. Le perceptron a été mis en œuvre pour la première fois en 1958. Vous pouvez voir une image de cette machine ici. Cette grosse machine ne peut traiter qu'une image composée de 400 pixels, l'équivalent de la rétine de la mouche. Dans cette machine, les connexions entre les unités sont créées grâce à des fils et les poids sont ajustés par des potentiomètres. Dans cette machine, on peut donc régler manuellement les poids et les biais du perceptron. Il va sans dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire fonctionner des perceptrons beaucoup plus petits que cette machine. Il s'avère que nos ordinateurs sont capables de construire des modèles beaucoup plus complexes qu'un unique perceptron. Mais avant de passer à des modèles plus complexes, concentrons-nous un peu sur le perceptron. Le modèle de perceptron le plus simple est composé d'une seule unité de sortie. Comme les premiers poids entre la première et la deuxième couche ne peuvent pas être optimisés, nous pouvons les considérer comme fixes. Dans ce cas, l'algorithme du perceptron se résume au modèle présenté ici, qui n'est rien d'autre qu'un neurone. Comme pour le neurone de McCulloch et Pitts, les entrées sont agrégées, un biais est ajouté et une fonction d'activation est appliquée à cette somme. Ici, la fonction d'activation est simplement la fonction indicatrice. Le modèle du perceptron n'est donc rien d'autre qu'un modèle de neurone. La seule petite différence est que le perceptron peut prendre des valeurs continues, x1 jusqu'à xd, comme entrée, alors que le neurone de McCulloch et Pitts ne peut prendre que des valeurs binaires comme entrée. L'une des principales contributions de Rosenblatt est de produire l'algorithme du perceptron qui nous permet d'ajuster automatiquement les poids et le biais du perceptron. En effet, notons qu'ici, nous souhaitons régler ces paramètres en fonction des données dont nous disposons. C'est la phase d'apprentissage que nous verrons dans les prochaines slides. Supposons maintenant que nous ayons à notre disposition un ensemble de données Dn de couple xi-yi, où les étiquettes yi appartiennent à -1. Pour simplifier les notations, nous fixons w tilde à w1 jusqu'à wd et b. Ainsi, la valeur tilde représente tous les paramètres du perceptron. De même, nous fixons tilde xi à xi1. Notez que xi tilde est l'entrée modifiée pour tenir compte d'une composante constante qui correspond au biais. L'algorithme du perceptron, qui vise à trouver un ensemble de paramètres optimaux, poids et biais, fonctionne comme suit. On commence avec w tilde égale à 0. Puis nous allons répéter la même opération sur tous les échantillons. Si yi w tilde xi tilde est inférieur à 0, nous modifions w tilde en w tilde plus yi xi tilde. Sinon, nous ne faisons rien. Pourquoi regarde-t-on la quantité yi w tilde xi tilde pour déterminer s'il est nécessaire de modifier les poids? La prédiction donnée par le perceptron est égale à 1 si w tilde xi tilde est strictement supérieur à 0.
Imaginons que yi soit égal à -1. Si yi w tilde xi tilde est négatif, cela signifie que w tilde xi tilde est positif, ce qui signifie que le perceptron prédit 1. Dans ce cas, la prédiction est 1, mais la vraie valeur est -1. La prédiction est donc incorrecte. Nous pouvons montrer la même chose si nous supposons que yi vaut 1. Par conséquent, yi w tilde xi tilde négatif équivaut à une prédiction incorrecte. Nous voulons donc modifier les poids et le biais du perceptron si nous trouvons un exemple mal classé, ce qui équivaut à yi w tilde xi tilde négatif. Pourquoi alors modifions-nous les paramètres de cette manière par l'équation w tilde égale w tilde plus yi xi tilde? Si nous trouvons un échantillon xi tilde tel que yi w tilde xi tilde est négatif, et si nous remplaçons w tilde par la valeur donnée, la quantité mise à jour yi w tilde xi tilde est égale à la précédente plus la norme au carré de xi tilde. Cette mise à jour a augmenté la quantité qui était négative. Si la nouvelle quantité est positive, cela signifie que l'échantillon est correctement classé. Si ce n'est pas le cas, la quantité est moins négative et nous pouvons espérer que plusieurs passages sur ces données conduiront à une quantité positive, c'est-à-dire à un échantillon correctement classé. En général, lorsque nous voulons optimiser les paramètres d'un algorithme d'apprentissage automatique, nous utilisons la descente de gradient ou d'autres procédures itératives étroitement liées. Pour ce faire, vous devez définir une perte et la procédure fonctionne comme décrite ci-dessous. Pouvez-vous imaginer une perte qui montrerait que l'algorithme du perceptron décrit précédemment peut se réécrire comme une procédure de descente de gradient?